Bonjour, je suis Elias Kouki, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers CAN Paris et notre cours d'aujourd'hui porte sur la qualité de service dans les réseaux téléphoniques. Le plan de notre cours est comme suivant. Donc on commence d'abord par aborder le contexte et la problématique de la qualité de service dans les réseaux et par la suite on abordera la qualité de service en téléphonie et la vision de la qualité de service par les standards. On va aborder également les modèles de mesure de la qualité de service et principalement on va aborder les modèles d'évaluation subjective et les modèles d'évaluation de la QS objective. Et voilà, on va principalement aussi aborder les modèles paramétriques et les modèles perceptuels. Et à la fin, on va aborder le domaine de monitoring de la QS. On va voir également les approches utilisées pour le monitoring de la qualité de service dans les réseaux. La QS est un domaine central dans les réseaux et Internet. La QS vise à apporter des solutions, des algorithmes, des approches nouvelles pour améliorer l'acheminement des données de bout en bout dans les réseaux téléphoniques. La QS permet également de proposer des algorithmes de priorisation de trafic prioritaire, notamment le trafic de la voix, de la vidéo. Et ce domaine de la QS permet aussi de porter des solutions aux méfiances des entreprises vis-à-vis de la téléphonie en ce qui concerne la disponibilité de services. Rappelons que la disponibilité de services dans les réseaux téléphoniques classiques RTC est de l'ordre de 6,9, donc une disponibilité d'environ 99,99999%, alors que la disponibilité de services de la téléphonie sur Internet est parfois de 4,9, donc c'est 99,99%. Cela signifie que la non-disponibilité de services téléphoniques sur Internet est quand même importante sur une année. Donc ça, c'est déjà une première source de méfiance des entreprises vis-à-vis du déploiement de la téléphonie sur les grands réseaux. Et cette méfiance est due également à la source intrinsèque, mais à la nature intrinsèque de l'acheminement de la téléphonie sur Internet. L'Internet est un réseau en mode datagramme, qui signifie que chaque paquet de données, ou bien de la voix, de l'audio, peut traverser des chemins différents. Donc, les paquets qui composent une session peuvent emprunter des chemins complètement différents, et donc d'où la possibilité de perdre des paquets sur un chemin congestionné, etc. À cela se rajoute également la complexité de certaines architectures téléphoniques sur IP, notamment du point de vue couche protocolaire, le passage via des passerelles, lorsqu'on passe d'un réseau, par exemple RTC classique, vers un réseau IP ou d'un réseau IP vers un réseau ATM, hein, le trafic doit passer par des passerelles et ce passage augmente le délai de fragmentation, le délai de mise en format et la conversion de format des données, la signalisation, etc. Donc, tout cela rajoute des délais supplémentaires à la chaîne de transmission de bout en bout de la voix via de la téléphonie sur IP. Donc, il existe plusieurs points de vue de la QoS. Donc, il y a déjà la QoS intrinsèque, hein, donc intrinsèque au réseau. Donc, elle est réalisée généralement par
par deux points. Donc, il y a la conception technique, hein, donc, qui détermine les caractéristiques des connexions à travers le réseau, etc. Et donc, cette conception technique, donc comment euh, aborder techniquement la QS dans le réseau, dans le cœur du réseau, mais également dans les points de terminaison, donc au niveau de la machine émettrice et réceptrice. Donc ça, c'est un point important dans la QS intrinsèque, mais également on parle de la gestion des capacités des ressources. Hein, donc là, on parle des réseaux d'accès. Hein, donc au niveau des réseaux d'accès, mais également au niveau des terminaisons, au niveau des liens entre les commutateurs, les liens entre les routeurs, etc. Donc comment euh, assurer une bonne qualité de transmission tout en passant évidemment par une bonne gestion de capacité des ressources, en prenant en compte les ressources actuelles, les ressources futures et la prédiction de la congestion, par exemple dans les réseaux euh, IP, etc. Euh, il y a également la notion de la QS perçue. Donc ça, c'est une fois on a appliqué les techniques d'intégration de la QS, hein, donc intrinsèque, au niveau des points de terminaison, au niveau des réseaux, et aussi une fois on a assuré une bonne intégration des mécanismes de gestion des capacités des ressources, ce qu'on appelle provisioning dans les réseaux, au niveau d'accès, au niveau des liens, au niveau de terminaison, etc. Donc là, il y a un effet il y a un résultat de cette qualité de service qui est perçue par les usagers. Euh, donc, la QS perçue aborde l'aspect, donc la manière de répondre aux demandes des utilisateurs. Le résultat également de la QS perçue se voit également dans la façon comment les utilisateurs réagissent donc à l'effet et aussi à l'impact de la QS en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs besoins, besoins en termes de trafic, en termes de bande passante, de délai, demandé, etc. Il y a aussi la QS de point de vue apprécié. Et donc là, cette étape de la QS intervient donc quand l'usager détermine si le service finalement pour lequel il a déjà payé un opérateur est vraiment suffisamment intéressant ou pas. Donc voilà, donc on voit à vrai dire trois, trois phases de la QS en fait. Il y a la QS intrinsèque, c'est là où on va intégrer les mécanismes de la QS de point de vue technique, de point de vue gestion. Après, il y a l'effet de cette intégration de la QS déjà par l'utilisateur lui-même, l'effet de cette intégration sur la satisfaction de ses besoins et des besoins techniques de trafic, etc. Mais aussi, tout à la fin, l'appréciation de cette QS, finalement, du point de vue global, est-ce que l'utilisateur est satisfait ou pas pour tel ou tel service qu'il a demandé. Le cycle de gestion de la QS par les opérateurs passe d'abord par l'expression de besoins en termes de paramètres de QS par les clients. Par exemple, pour un trafic de la voix, une entreprise de gestion de la voix sur IP peut exprimer des besoins en termes des délais à ne pas dépasser de la voix. Par exemple, le délai de 150 millisecondes par seconde et aussi une gigue qui ne doit pas dépasser, par exemple, les 30 millisecondes. Donc ça, c'est la première phase, la phase d'expression des besoins par les clients en fonction des contraintes de trafic. Les contraintes de trafic vidéo et sont différentes des caractéristiques, par exemple, de trafic de type mail, web, etc. Et dans la deuxième phase, donc une fois on a passé par l'expression de besoin, des paramètres de la QS, on va
convertir et traduire ces paramètres à des critères mesurables. Donc à des paramètres mesurables, donc à des niveaux de service. Et ces niveaux de service doivent être réalisés en fonction de contraintes du trafic. Et dans la troisième étape, on passe à l'exécution de la KUS. Donc, l'opérateur met en place les approches, les mécanismes, les stratégies nécessaires pour configurer les ressources réseau afin de satisfaire les contraintes exprimées par les clients. Cette troisième étape, généralement, passe par un traitement en boucle. Donc, on commence d'abord par configurer les ressources réseau, donc la configuration en termes de bande passante, etc., sur les routeurs, et on observe les erreurs éventuelles, et après on corrige ces erreurs, et on passe d'une étape vers une autre afin d'améliorer la qualité d'acheminement de trafic sur le cœur de réseau d'opérateurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes de standardisation qui s'intéressent à la qualité de service dans les réseaux, et chacun de ces organismes de standardisation a une vision différente parfois sur la qualité de service. Par exemple, la vision de l'IUTIT, donc l'Union internationale des télécommunications, la vision principale est qu'on s'intéresse aux métriques expérimentées, donc généralement ces métriques sont expérimentées, en fait, sont étudiées dans des groupes de travaux de normalisation, hein, notamment sur les réseaux télégraphiques, téléphoniques, sur les groupes de travail, aussi sur la commutation des paquets, etc. Dans cette optique-là, les modèles de communication, hein, disposent de trois phases. Hein, donc, la phase d'appel, de transfert et de la libération. Donc la première phase, c'est la phase, disons, de la signalisation. Donc comment trouver le destinataire, etc. Donc il y a toute une phase de signalisation. Après, une fois cette phase est réalisée avec succès, donc il y a la phase de transfert des données. Après, à la fin, c'est la libération des ressources réalisées dans la première étape de la signalisation. Donc, à vrai dire, il y a deux étapes il y a deux phases de signalisation, la première et la dernière, et au milieu, il y a le transfert réel des données. En fait, la qualité de service, par la vision de l'IUT, et que en fait, ça concerne chacune de ces trois phases. Donc, la phase d'appel, du transfert des données, et aussi la libération des ressources à la fin de la session. Donc, d'où l'intérêt aussi d'exprimer les exigences de la QS sur chacune de ces trois phases en termes de paramètres. Donc, le critère adopté se base généralement sur la définition probabiliste des paramètres de la QS. Donc, on utilise généralement soit des modèles stochastiques de comportement ou autres, des modèles bayésiens, markoviens ou d'autres modèles stochastiques. Et aussi, il faut savoir également que l'UTIT a défini des normes, hein, donc plusieurs normes, pour l'expression des métriques, hein, donc des nouvelles métriques QS, comme la rapidité, la précision, la dépendance, la disponibilité de services également, hein, dans les réseaux en mode paquet ou en mode circuit virtuel ou autre. Voilà, donc il existe plusieurs recommandations, hein, dans ce sens-là, c'est-à-dire la définition des exigences de la QS, hein,
selon les classes de services, etc. Donc ça, c'est la vision de l'IUTIT. L'IUTF également dispose de sa propre vision. Donc, généralement, l'IUTF, hein, c'est le Internet Engineering Task Force, c'est l'organisme international qui s'intéresse à tout ce qui est travaux de normalisation autour des protocoles de l'Internet et aussi donc le routage sur Internet, la qualité de service, la signalisation sur Internet et d'autres activités. Donc voilà, pour les pour les UTF, donc, il est important que l'objectif des métriques soit établi, hein, donc que se forme d'une base commune des connaissances au niveau des performances et fiabilité du réseau. Donc on exprime à vrai dire des paramètres de performance. Enfin, c'est comme la vision de l'IUT, mais on s'intéresse beaucoup plus au niveau de performance, donc euh, qu'on va voir aussi par la suite. Euh, et donc, contrairement à la vision l'IUTIT, c'est-à-dire sur les trois phases, donc dans la phase de l'UTF, on ne s'intéresse qu'aux aspects liés au transfert de données et non pas à la phase de l'établissement d'appel et la libération des ressources. Donc voilà, il existe plusieurs groupes de travail au sein de l'ITF qui s'intéressent à la KUDS, parmi lesquels donc, il y a le groupe de travail IP Performance Metrics, hein, donc, qui a déjà livré plusieurs livrables, hein, par exemple la RFC 2330, qui a défini plusieurs métriques de base, hein, donc comme la mesure de connectivité entre deux terminaux, le temps de trajet unidirectionnel, ce qu'on appelle One-Way Delay, hein, OWD, ce qu'on appelle aussi voilà, OWD, qui a été défini dans la RFC 2679. Il y a également le taux de perte lors d'un trajet unidirectionnel et également le temps aller-retour, RTT, ce qu'on appelle Round Trip Time, et aussi les pertes aller-retour des paquets. Voilà, donc ce groupe de travail a défini euh, plusieurs métriques de base. Et l'UETF a également défini des métriques un petit peu plus complexes, hein, en fonction des métriques de base, hein. Et parmi ces métriques complexes, donc, il y a par exemple la variation dans le délai, ce qu'on appelle le phénomène de la gig. Il y a également les modèles de perte des flux de paquets, le réordonnancement des paquets, la capacité de lien. Donc on voit aussi la QS au niveau des liens afin d'assurer la bande passante et aussi la capacité réseau de façon générale aussi pour satisfaire euh, la transmission de bonne qualité des grandes quantités d'informations. Voilà, ça c'est la vision de l'IETF. Et aussi, il y a d'autres organismes de standardisation aussi qui ont défini leur propre vision, telle que l'ITSI, 3GPP pour tout ce qui est QoS dans les réseaux mobiles, etc. Voilà, il est important par ailleurs de comprendre le cycle d'établissement des contrats de qualité de service entre le client et l'opérateur. Donc, généralement, il existe plusieurs types de contrats dans le domaine de la qualité de service. Déjà, il y a le premier modèle qui est le Service Level Agreement, qu'on appelle SLA. Et donc, généralement, c'est un contrat réalisé entre le client et le fournisseur de services. Le contrat SLA, on fixe les règles d'utilisation du service, voilà, par un client voilà, pour le fournisseur d'accès. Et par ailleurs, le fournisseur d'accès s'engage à assurer une bonne disponibilité du service selon les besoins exprimés par le client. Il existe également des contrats entre le fournisseur euh, de services et les opérateurs, donc ce qu'on appelle les contrats
de type Service Level Specification, bien SLS. Dans les SLS, généralement, on définit les règles d'usage des capacités du réseau par le fournisseur de services pour l'opérateur. Et de son côté, l'opérateur s'engage à garantir la qualité de service hein, demandée par le fournisseur de service pour assurer un bon acheminement des données. Et il existe un troisième type de contrat, donc c'est ce qu'on appelle les contrats de peer agreements. Donc ça, c'est le contrat entre les opérateurs, les grands opérateurs. Hein, donc les opérateurs aussi utilisent la même notion de contrat hein, lorsqu'ils échangent des données de trafic entre eux, etc. Il y a également l'important d'assurer d'assurer la QS pour n'importe quel service, qu'il soit un service de routage, un service de commutation sur plusieurs couches, etc. Donc, généralement, les paramètres de qualité de service sont exprimés en fonction de plusieurs critères. Donc, il y a déjà les paramètres liés à la fonctionnalité. Et on voit l'effet de ça sur les échecs de la connexion. Et on voit également des paramètres sous forme de délivrabilité. Et donc, un des paramètres pour mesurer la bande de délivrabilité, c'est de mesurer les taux de perte. Il y a également la latence, qu'on appelle le délai, de bout en bout. Il y a également la bande passante et aussi ce qu'on appelle le MTBF, hein, le temps moyen entre incidents. Hein. Voilà, donc mean time between voilà, fragment, donc entre les incidents, il y a également le mean time required to ensure reparation, donc c'est le temps moyen pour assurer la réparation de services. Voilà, donc ça, généralement, c'est les paramètres de qualité de service exigés pour n'importe quel service. Donc on parle des paramètres de fonctionnalité, des paramètres de délivrabilité, des paramètres liés au délai, à la bande passante, etc. Voilà, donc les paramètres de la qualité de service pour n'importe quel service en général hein, se déclinent sur plusieurs catégories. Donc il y a déjà la disponibilité. La disponibilité, en fait, c'est le pourcentage de faisabilité dans tous les cas de demande particulière de service. Et généralement, ce paramètre est exprimé en durée de disponibilité dans l'année, et parfois aussi il est exprimé sous forme du temps de l'indisponibilité du service par an. Hein, donc par exemple, on dit que tel service est disponible à 5,9, ça veut dire il y a une disponibilité de service de 99,9999%. Voilà, donc on a 5,9. Si on dit que c'est 6,9, alors ça veut dire c'est 99,99999%. Donc, et du coup, on peut calculer l'indisponibilité de service générée par telle valeur. Il y a aussi la notion de la délivrabilité de service, hein, donc qui évolue à contrario de la perte des paquets. Donc c'est l'inverse, c'est l'opposé de taux de perte de paquets. La latence, comme je l'ai mentionné, c'est le temps de bout en bout, hein, donc d'un point d'accès jusqu'à point cible, donc de limiteur jusqu'à récepteur. La bande passante, par ailleurs, est la capacité de transmission disponible pour le service.
Voilà, le MTBF, c'est le Mean Time Before Fail, donc c'est le temps moyen entre incidents. C'est un paramètre aussi important, considéré pour pas mal d'applications, notamment des applications par exemple en temps réel. Il y a également le MTTR, c'est le Minimum Time to Restore, hein, donc c'est le temps moyen de réparation, hein. Et généralement, ces deux derniers paramètres, le MTBF et le MTTR, sont des paramètres classiques dans le domaine de la fiabilité. Donc, ils sont très utilisés dans le domaine de la fiabilité et la sûreté des systèmes du fonctionnement. Euh, de point de vue téléphonie, il est important d'assurer la qualité de service avec un niveau de satisfaction très élevé, étant donné que la téléphonie est un domaine euh, de transmission temps réel. Donc, généralement, dans la téléphonie sur IP, bien la voix sur IP, bien pour les applications multimédia d'une façon générale, on s'intéresse à la disponibilité de services, qui est un indicateur important qui concerne le réseau. Donc, généralement, il est calculé avec cette formule. Donc, la disponibilité de service A est assurée par, donc, euh, est assurée par cette formule. Donc, c'est le MTBF, Minimum Time Between Fails, divisé par le MTTR plus le MTBF. Donc, c'est la formule utilisée généralement pour calculer la disponibilité de services. Et généralement, il est calculé au niveau du réseau d'accès. Donc là, on n'est pas vraiment dans le cœur du réseau d'opérateurs, ou bien dans le cœur du réseau Internet, mais généralement, on le calcule au niveau du réseau d'extrémité vers la fin, vers les extrémités, donc le côté émetteur, bien côté récepteur. La deuxième catégorie de paramètres de qualité de service dans les applications multimédia, donc c'est les paramètres de fonctionnalité. Donc ça se mesure généralement en fonction de nombre d'échecs à la connexion. Il est calculé par cette formule que j'ai mentionnée ici sur ce transparent-là. Donc on va dire c'est un pourcentage, hein. Donc il est calculé par 100 multiplié par n échecs divisé par n tentatives. Voilà, donc c'est le nombre d'échecs qu'on a eu sur le nombre de tentatives au total sur une période d'observation T. La troisième catégorie de paramètres QS, c'est la qualité vocale qu'on appelle Q. Donc c'est le résultat perçu après dégradation de service. Donc là, généralement, euh, on s'intéresse à des paramètres bien spécifiques, hein, connus dans le domaine de la QS, donc le délai, la GIG dont on a parlé. Donc la GIG, c'est la variation dans le délai de réception des paquets au niveau destination. Il y a aussi la perte, l'écho, le bruit, etc. Donc généralement, l'agrégation de ces paramètres donne un score qu'on appelle un score, entre autres, le score MOS, qu'on va étudier vers la fin. Voilà, donc les paramètres de qualité de service sont de type disponibilité, fonctionnalité et, et aussi qualité vocale, hein, qu'on appelle entre autres MOS, ou bien d'autres, hein, Minimum Opinion Score. Donc la disponibilité, donc là on est dans le domaine aussi de la fiabilité. Donc généralement on utilise des paramètres MTBF, MTTR. Pour la fonctionnalité, on utilise plutôt les échecs, la notion d'échec à la connexion, et la qualité vocale, hein, est mesurée par des paramètres tels que
Mean Opinion Score. Donc le MOS, bien également le facteur R qu'on va étudier par la suite. La notion de qualité de service de bout en bout est intéressante parce que généralement la qualité perçue par les utilisateurs est toujours de bout en bout et cette notion-là pose des défis importants, notamment pour la phase de diagnostic. Donc on parle des défis parce que déjà il y a des défis côté utilisateur, donc sur le temps de codage, sur la fiabilité des équipements utilisés au niveau du réseau local déjà, mais également des défis au niveau des équipements utilisés, par exemple, pour assurer la qualité de service, pour assurer la qualité de service, mais également pour assurer l'interopérabilité entre réseaux tels que les passerelles, hein, les gateways, les routeurs, etc. Voilà, donc dans ce paramètre-là, euh, donc là, lorsqu'on parle de la qualité de service de bout en bout, on a également des défis au niveau de la chig, bien la variation dans le délai des réceptions de paquets. Donc il est important de surveiller également ce paramètre, notamment dans la relation contractuelle entre le client et le prestataire de service. Il est important également d'observer le taux de perte au niveau des routeurs intermédiaires, au niveau des équipements intermédiaires. Voilà, donc ça, tout ça, sont des défis en fait à, à prendre en compte, notamment pour tout ce qui est qualité de service de bout en bout, depuis l'émetteur jusqu'à le récepteur. Donc, si on parle des défauts de la qualité de service pour les services multimédia, donc il y a des défauts qui sont liés plutôt à la disponibilité de service, qu'on appelle availability, donc comme l'accès à la tonalité. Donc, s'il y a un défaut de type disponibilité, donc là on parle d'un problème d'accès à la tonalité qui est dû par exemple à une insuffisance de retour dans la phase de la présélection, dans la phase d'établissement de connexion. Également les défauts liés à la fonctionnalité, functioning, donc un exemple de défaut, c'est l'échec à la connexion, donc qui peut être dû à une insuffisance des ressources, mais au niveau circuit, hein, donc au niveau circuit de bout en bout. Il y a également des défis liés par exemple à la coupure d'une connexion, hein, que ce soit suite à une perte de signal dans les réseaux mobiles ou bien des défauts des commutateurs, des routeurs, au niveau des liens également entre commutateurs, etc., bien dans un réseau local. Il y a aussi des défauts liés à la durée d'acheminement de l'appel, qui est lié entre autres à la congestion et saturation des paquets au niveau des routeurs intermédiaires. Et il y a aussi des défauts liés à la qualité de transfert qu'on appelle queue. Et donc, comme le bruit, également la qualité de transfert de type écho, donc des défis et des défauts plutôt liés à l'écho. Généralement, ces échos-là sont dus à des mauvais, soit par exemple un mauvais couplage des fils dans les, euh, dans les liens, notamment sur des distances élevées. Voilà, donc après avoir abordé la qualité de service, voilà, quelques concepts liés à quelques notions liées à la QS en téléphonie, on va aborder maintenant quelques modèles utilisés pour mesurer la QS. On va commencer par les modèles subjectifs. Généralement, le moyen utilisé pour assurer l'évaluation subjective, c'est le critère MOS, ce qu'on appelle Mean Opinion Score.
Et par la suite, on va étudier aussi l'évaluation objective et on va étudier les modèles paramétriques et les modèles perceptuels. Ce qui concerne l'évaluation subjective, généralement le modèle utilisé c'est le modèle MOS, Mean Opinion Score, qui a été standardisé par l'IUTT depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est une méthode de graduation de la QS perçue par l'utilisateur et on offre, disons, un score de 1 à 5 à la qualité de service perçu par l'utilisateur sur un trafic donné, sur un service donné. Euh, il est utilisé dans les applications réseau, mais aussi peut être généralisable à tout type de service, par exemple pour la détection d'intrusion, la détection d'attaque et autres services dans le domaine des télécoms ou autres. Donc, ces tests-là sont subjectifs et soumis à un échantillon d'utilisateurs. Donc, c'est l'utilisateur qui écoute voilà, le signal vocal ou bien le signal de multimédia. Et après, il donne un score entre 1 et 5. Généralement, par exemple, ça c'est très utile, notamment lors du développement d'un nouveau codec, hein. Donc, on fait appel à des utilisateurs qui écoutent des transmissions multimédia via le codec et chaque utilisateur il peut donner un score de 1 à 5 et après, à la fin, on fit la moyenne de l'ensemble des scores réalisés. Et cette opération est réalisée à plusieurs reprises et à la fin, on peut s'en sortir avec un score général moyen pour la qualité de service perçue pour un service donné ou bien pour un codec développé, etc. Donc, malgré que cette méthode euh, disons, permet d'interpréter une certaine qualité de service perçu par l'utilisateur, mais généralement elle est dépendante du contexte, hein, et elle est dépendante également des conditions de l'environnement, et parfois aussi elle est coûteuse à mettre en place, parce qu'il s'agit de chercher des volontaires, par exemple, pour écouter le service multimédia et, et aussi leur demander d'écouter à plusieurs reprises et aussi de satisfaire un certain nombre de conditions au niveau de l'environnement d'écoute de ce service-là. Voilà, donc le critère MOS est un critère subjectif. On va étudier maintenant quelques modèles objectifs, hein, et commençons par les modèles paramétriques. Donc le premier modèle paramétrique objectif est le modèle qu'on appelle e-model, développé par l'ETSI, hein. C'est l'organisme européen de standardisation de tout ce qui était télécommunication. Donc, il a été standardisé aussi par la norme ETU. Et dans ce modèle-là, on s'intéresse à calculer un paramètre R global, hein, qu'on appelle Overall Transmission Quality Rating. Donc, il est calculé par cette formule. Donc, grand R est égal à R0 moins IS moins ID moins IE plus A, que je vais expliquer par la suite. Donc, les R0, IS, ID, IE, IA, hein, sont un ensemble, une catégorie de paramètres. Et au total, on dispose de au moins 15 paramètres. Euh, donc le R, généralement, est entre 0 et 100. Et il existe une relation entre le facteur R
et le minimum score obtenu. Donc généralement, lorsque le minimum score est supérieur à 4, par exemple, 0.4, donc là, l'équivalent R, c'est supérieur à 80. Donc là, on parle d'un niveau souhaitable, donc d'une bonne qualité de service perçue. Et donc lorsqu'on est entre 70 et 80 dans le facteur R, c'est l'équivalent de 3.6 à 4.4. Donc là, on est dans un niveau acceptable. Donc plusieurs paramètres sont considérés dans le calcul de paramètres global R, liés notamment au rapport simulation-bruit, le taux de perte, l'écho, le délai de bout en bout, le délai au niveau des codecs, le délai au niveau des équipements, etc. Voilà, donc le facteur R global est calculé en fonction d'un certain nombre de catégories de paramètres. Donc il y a déjà le R0 qui est le potentiel initial de qualité de service, hein, qui est donné par une valeur qu'on va voir par la suite. Il y a également le IS, c'est tout ce qui est les défauts locaux au niveau signal émis, donc au niveau de l'émetteur. Donc là, on parle par exemple de bruit, etc. Il y a aussi le ID. Donc ça, c'est des défauts dus aux problèmes liés au délai. Donc là, on parle des délais, et aussi des problèmes liés au délai, l'écho également. Il y a aussi le IE. Donc ça, c'est des défauts dus aux problèmes des équipements. Donc là, par exemple, on parle des pertes des paquets, des problèmes liés au codec, etc. Et tout à la fin, on a également le A, qui est un facteur d'amélioration potentielle. Donc, avec des valeurs aussi qui sont connues, hein, donc sur un réseau filaire, sur un réseau mobile, etc. Voilà, donc ça, c'est le schéma global des paramètres R considérés par le modèle E, et qu'on appelle E maintenant. Voilà, donc là, on voit les différents paramètres liés à, par exemple, euh, à ID. Donc ça, c'est des défauts liés dus au délai. Donc là, on parle par exemple de l'écho côté émetteur, écho côté destinataire et le délai de bout en bout. On a parlé de IS. IS, c'est donc les défauts simultanés avec la parole. Donc là, par exemple, on parle de volume élevé, l'effet local, la distorsion de quantification. Euh, En bas, on a également les IE. Donc ça, c'est des défis aux équipements. Donc là, on parle par exemple de l'IE au niveau perte, l'IE au niveau codec, hein, les codecs G711 ou autres, et les défauts aussi liés au délai. Et voilà, donc tous ces paramètres, ils sont regroupés afin d'obtenir une valeur R entre 0 et 100. Et après, donc il y a une interprétation, bien l'équivalent de ces valeurs euh, avec le modèle MOS. Voilà, donc ça, je vous ai parlé de IE, donc ça, c'est les valeurs données par le i-modèle en fonction des codecs à la valeur IE et aussi à la valeur R0 dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est donné par l'ETSI européen. Donc ce sont des valeurs en fonction des codecs et déjà expérimentées et étudiées au niveau entre autres au niveau du standard. Euh, Et donc la valeur finale de R, comme j'ai dit, c'est entre 0 et 100%, et son équivalent au niveau MOS, donc c'est entre 0 et 5. Voilà, lorsqu'on a un niveau voilà, supérieur à 80, donc on est sur
voilà, une très bonne qualité de qualité de service. Alors que si on est sur des valeurs entre, voilà, un petit peu au-dessous de 80, alors on est sur un niveau good, un niveau acceptable de qualité de service. Il est important d'assurer un niveau très élevé de R pour assurer un meilleur acheminement des données de bout en bout. Donc, il est très important d'avoir des valeurs R, par exemple, supérieures à 80 ou à 90. Hein, donc, l'équivalent de niveau très bien, bien excellent au niveau de MOS. Le deuxième modèle paramétrique objectif, c'est le modèle CCI. Donc, il est assimilable au modèle e-model, mais à une seule extrémité. Donc, alors que le modèle ici, c'est de bout en bout, alors que dans CCI, on parle de, de l'applicabilité de e-model, mais juste à une seule extrémité. Donc, le CCI permet d'évaluer la qualité de la conversation à partir des mesures. Donc, on parle du niveau de parole, de bruit, d'écho, le délai, etc. Il existe deux phases dans le domaine de le modèle CCI, qui s'appelle Core Clarity Index, qui a été standardisé aussi par l'IUTIT. La première étape, c'est la définition des mesures qui sont effectuées de manière passive. Donc, généralement, ces mesures sont prises via des sondes non intrusives, qu'on appelle INMD, In-Service Non-Intrusive Measurement Devices. Et la deuxième phase, donc, on s'intéresse sur un modèle qui prédit la qualité de la conversation perçue en fonction des mesures récoltées par les sondes non intrusives installées dans la première étape. Voilà, donc généralement, ce modèle utilise des critères plutôt utilisables aussi en fonction dans tout ce qui est réseau multimédia, réseau de la téléphonie, de la voix sur IP, de la téléphonie commutée également, et aussi transportable aussi dans une large variété de réseaux tels que le mode paquet. Le troisième modèle paramétrique objectif, c'est le modèle développé par l'IUT également, l'IUTIT, c'est le modèle qui s'appelle PI-VTUKI. Et l'objectif est donc de se baser sur les informations des paquets IP sans utiliser les données vocales contenues dans le flot IP, dans les flux IP, afin d'être utilisées dans la surveillance en temps réel, entre autres. Donc, dans ce modèle-là, on va se baser sur les informations issues des paquets IP, mais à vrai dire, on s'intéresse beaucoup plus au niveau supérieur. Le niveau supérieur de IP, donc c'est UDP, et aussi le niveau applicatif, c'est le protocole RTP et RTCP. Donc généralement, on s'intéresse aux informations envoyées dans les champs RTP et RTCP. Pour rappel, RTP, c'est le protocole, Real-Time Protocol, déployé au niveau applicatif dans les applications isochrones. Les applications isochrones sont les applications à forte contrainte temps réel. Ou bien aussi, on utilise les informations issues du protocole RTCP, Real-Time Control Protocol. Donc, c'est un protocole RTCP, est un protocole qui marche toujours avec RTP. RTP permet d'assurer la transmission temps réel des services multimédia avec une bonne qualité de service, alors que RTCP, il s'intéresse à la partie contrôle, donc à l'envoi des rapports intermédiaires sur l'état de la liaison, sur l'état de délai de bout en bout, sur l'état des codecs, la bande passante, le taux de perte, etc. Donc, ces informations donnent un état sur la qualité de service
actuel de la session multimédia. Donc voilà, donc ce modèle est utilisé dans des applications, dans des réseaux variés, que ce soit les réseaux au mode IP d'ailleurs, ou d'autres technologies, hein, euh, au mode commuté. Voilà, donc après avoir donné une vue sur les modèles paramétriques qui assurent une évaluation objective, on s'intéresse à maintenant aborder les méthodes perceptuelles. Donc le principe de ces modèles, c'est l'utilisation d'un signal de référence. Donc généralement, dans les modèles perceptuels, on compare le résultat de, de l'acheminement actuel par rapport à un signal de référence de base. Donc, soit on dispose d'un signal de référence qui est expérimenté avec, au préalable, ou bien on génère un signal euh, dégradé qu'on souhaite comparer toujours, faire des comparaisons avec le trafic, ou bien le signal actuel euh, de l'acheminement de l'information. Et donc, en fonction de cette comparaison, donc la comparaison entre le signal actuel et un signal de référence, eh bien la qualité la qualité de service perçue actuellement par rapport à la qualité de référence d'un signal de référence. Donc, on fait la comparaison et on cherche alors à prédire une note de qualité vocale du système. Cette note par la suite sera corrélée avec d'autres notes telles que la note R ou bien la note MOS, Mean Opinion Score. Donc il est important toujours d'avoir un signal de référence euh, afin d'assurer cette comparaison. Donc la comparaison entre euh, la qualité perçue d'un trafic actuel par rapport à une qualité de référence. Donc ça, c'est le principe global des modèles perceptuels utilisés pour évaluer la qualité de service dans les réseaux de la voix, du réseau multimédia, etc. Un des modèles développés dans cette catégorie, c'est le modèle PAMS, ce qu'on appelle Perceptual Analysis Measurement System, développé par British Telecom. L'intérêt de ce modèle est de déterminer la qualité vocale d'un système de transmission, toujours en comparant le signal transmis par l'utilisateur, par le client, par rapport à un signal de référence. Et pour cela, British Telecom utilise une plateforme d'expérimentation réalisée par les ingénieurs de British Telecom afin de toujours assurer une comparaison temps réel avec des modèles de référence existants dans la plateforme d'expérimentation et de test. Et et à la fin, on obtient un score qu'on appelle un score prévisible. Et généralement, ce score est adaptable est adaptable. Donc, si le MOS obtenu est d'une qualité qui n'est pas bonne, on essaye donc de faire d'apporter des améliorations, donc en fonction, par exemple, de l'adaptation de débit de transmission, de réduire la capacité des codecs utilisés, ou bien de changer le codec utilisé, au lieu, par exemple, d'utiliser un codec à G711 à 64 kbps, kilobits par seconde. On adapte le débit à, par exemple, 16 kilobits par seconde, afin justement de remédier au problème de la qualité de service perçue à la fin de cette comparaison entre
le signal, ou bien la qualité du signal transmis actuellement par rapport à un signal de référence. Voilà, donc dans le modèle PAMS, voilà, on a un signal vocal de référence et on compare le signal actuel par rapport à un signal de référence. Voilà, donc là j'ai décrit la méthodologie utilisée par le modèle PAMS développé par British Telecom. Donc la première phase, donc c'est l'alignement des signaux qui consiste à mesurer le délai de signal actuellement. Et par la suite, il y a une modélisation qu'on appelle une modélisation psychoacoustique qui permet d'estimer les erreurs audibles dans la session courante à partir d'un modèle de perception de référence. Et aussi, par la suite, il y a un paramétrage des erreurs, donc l'adaptation, justement, l'adaptation de l'état du réseau, hein, et la correction de ces erreurs suite à l'observation d'une dégradation de qualité de service du signal actuel par rapport à un signal de référence. Et donc cette adaptation se fait également par l'ajustement des résultats en fonction des erreurs. Comme j'ai dit, le résultat, par exemple, bien l'adaptation peut se faire via le changement du codec utilisé, le choix du codec utilisé, l'adaptation de la bande passante, réduire le débit de transmission, etc. Le modèle PAMS développé par British Telecom, il s'est avéré fiable et qui donnait des résultats de bonne qualité. Et il est utilisé, entre autres, aussi dans les solutions de la voix sur IP, notamment dans certains pays tels que la Grande-Bretagne. Un autre modèle qui utilise cette notion de référence, c'est le modèle perceptuel vocal qu'on appelle PSQM, qui a été standardisé par l'IUTIT et qui s'appelle Perceptual Speech Quality Measures, et donc standardisé par l'IUTIT, mais qui est développé par un organisme qui s'appelle QPN, et qui, pareil, utilise un signal de référence à l'aide d'une représentation psychoacoustique proche des représentations humaines des signaux vocaux. Donc voilà, on utilise un signal issu d'une représentation expérimentée auparavant par des signaux des utilisateurs. Et donc on compare toujours le signal actuel par rapport à ce signal de référence expérimenté sur une plateforme bien donnée. Et après, donc, voilà, si le résultat obtenu de 0, donc il n'y en a pas de dégradation, c'est le, le résultat est supérieur à un certain seuil, supérieur à 5 ou à 6. Donc là, cela veut dire que le canal il est d'une mauvaise qualité, il est dans un mauvais état. Il est important de remédier à ce problème. Voilà, donc pareil, donc c'est cette notion-là de comparaison de signal actuel, hein, par rapport au signal de référence établi par le modèle. Il y a également d'autres modèles développés dans la littérature dans la catégorie des évaluations perceptuelles objectives de la qualité de service, parmi lesquels il y a le modèle PESQ, la Perceptual Evaluation of Speech Quality, qui a été normalisé par l'UTIT, et à vrai dire qu'il est une combinaison d'approches PSQ et PAMS. Donc cet outil-là permet de mesurer la qualité de service perçue et donc là généralement on juge des effets combinés de certains paramètres selon plusieurs aspects, selon par exemple l'état du codec, l'état de la liaison et
l'état de la chimie actuelle en fonction également du besoin en termes de qualité de service, etc. Euh, en fonction des scores obtenus, on peut donner une qualité euh, acceptable ou mauvaise. Généralement, si elle est supérieure à, à 4, enfin, 3 et 4 et demi, on part d'un niveau acceptable. Et si on est au-dessous de 3, alors on part d'un niveau de qualité de service qui n'est pas satisfaisant. Voilà, donc après avoir étudié les modèles de qualité de service, les modèles d'évaluation subjectif et modèles d'évaluation objective, on va étudier maintenant un autre sous-domaine de la qualité de service qui est le monitoring de la QS. Donc on va voir les paramètres, la notion des paramètres mesurables et la classe du service, la chaîne de mesure, les points de mesure et la notion de disponibilité. Donc il est important euh, d'observer la la différence en termes de classe de service utilisée pour chaque application. Voilà, généralement les paramètres de qualité de service, bien ce qu'on appelle la QS exprimée, hein, en fonction de MOS, Mean Opinion Score, bien le paramètre R qu'on a étudié, ou bien le MOS PSQ qu'on a vu dans le modèle objectif PSQ. Ces paramètres-là, ils sont pas mesurables, mais ils sont calculables. Donc on a vu comment calculer le R. Dans le Mean Opinion Score également, la méthodologie, c'est de faire écouter des volontaires et donner à la fin un score. Et généralement, ces paramètres-là, les paramètres de KUS sont des paramètres euh, calculables. Ils peuvent servir à exprimer, par exemple, l'inquiétude du client par rapport à un état, par rapport au contrat actuel, etc. Donc, la QS exprimée euh, par le client est calculable par ces paramètres QS tels que le MOS et le paramètre R du modèle ITSI, de l'organisme de standardisation ITSI. Voilà, donc les paramètres mesurables par rapport, par contre, sont des paramètres de nature technique. Donc, par exemple, là, on parle de la latence, le taux de perte, la gigue, etc. Donc, tout ça sont des paramètres mesurables. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle les paramètres de QS, bien les QS exprimés, la qualité de service exprimée. Donc, ils ne sont pas des paramètres mesurables, mais ils sont des paramètres calculables. Alors que les paramètres mesurables sont des paramètres généralement qu'on trouve déjà, euh, c'est-à-dire sont des paramètres intrinsèques, qu'on appelle la QS intrinsèque. Donc là, on parle par exemple des paramètres de base, tels que la latence, le taux de perte, la gigue, etc. Donc généralement, ces paramètres doivent être mentionnés avec des seuils d'acceptabilité. Hein, on doit euh, donner le seuil d'acceptabilité pour la gigue, le seuil d'acceptabilité pour le délai de bout en bout d'un chemin et le taux d'acceptabilité en fonction par exemple, de taux de perte également. Voilà, il est important de définir des seuils d'acceptabilité pour chaque classe de service et aussi pour chaque paramètre de QS mesurable. Euh, il n'y a pas la notion de standard direct liée à ce concept de QS exprimé, QS mesuré. Donc, de l'intérêt d'assurer une relation qu'on appelle une relation de mapping entre la QS exprimée, c'est-à-dire les paramètres QS hein, qui sont calculables, et la QS intrinsèque
c'est-à-dire des paramètres déjà mesurables. Donc il y a plusieurs propositions dans ce sens. Il y a par exemple le modèle qu'on appelle le modèle quasi-modal de l'ERISCOM, qui a développé une façon d'assurer le mapping entre la qualité de service exprimée et la qualité de service intrinsèque. Ce modèle utilise une approche de classification, donc on appelle des AC, Application Classes. Donc on trouve par exemple les applications interactives, les applications de streaming, de conversationnel, etc. Et le modèle quasi-modal de l'ERISCOM définit également des classes de qualité, qu'on appelle Quality Class. Donc, il y a Application Class et Quality Class. Et dans Quality Class, on définit la classe souhaitée, par exemple, par l'opérateur. On définit le service de base, bien le service premium, ou bien on peut dire or, argent, bronze, etc. Donc on peut définir plusieurs catégories de classes de services. Et dans le modèle quasi-modal de l'ERISCOM, on définit l'intersection entre la classe de service, par exemple premium, de base, etc., et le application class. Et donc le résultat de ça est exprimé sous forme de ce qu'on appelle le NPL ou bien le NPI également. Donc le NPI, c'est Network Performance Attribute ou bien Network Performance Parameter. Et le NPL, c'est le Network Performance Level. Donc l'intersection entre la classe, la catégorie de classe de trafic avec la classe du service lui-même, par exemple en temps réel, je prends le service audio et je prends le service premium. Donc le résultat, ça donne une valeur de plusieurs paramètres. Donc le NPA, bien le NPL. Donc là, on a donné l'exemple de délai, la gig, le taux de perte, etc. Donc le résultat, à vrai dire, c'est un vecteur de plusieurs valeurs et qui donne une vue sur l'état actuel du service. Hein, donc voilà, on donne, par exemple, pour le service de la voix sur IP, ça peut être le Access Category 1. Et si on veut offrir le service de premium pour la classe de trafic de la voix sur IP, donc il faut qu'on définisse les paramètres de délai, les paramètres mesurables de délai, la GIC, le taux de perte. Disons que le délai doit être inférieur, par exemple, à 10 millisecondes, la GIC doit être inférieure à telle valeur et le taux de perte doit être inférieur à telle valeur, à tel seuil. Voilà, donc ce tableau-là, il définit la matrice générique de niveau de service. Comme j'ai dit, le niveau de service, c'est tout simplement le niveau de service, il définit l'intersection entre une catégorie de classe et la classe de trafic. La catégorie de classe, c'est les différents niveaux que l'opérateur peut offrir, premium, de base, argent, or, etc. Et l'access catégorie, application class, c'est tout simplement la classe de trafic, s'il s'agit de la voix, la vidéo, etc. Et donc, il y a plusieurs, toujours en fonction
on est dans cette notion-là de la qualité de service et les classes, la classe de service dans la qualité de service, etc. Euh, Plusieurs valeurs, plusieurs propositions aussi ont été recommandées par les organismes de standardisation, hein, en termes de qualité de service mesurable, donc en termes de paramètres mesurables. Par exemple, pour le délai, hein, dans les applications temps réel, et il faut que ça soit entre 0 et 150 millisecondes. Si on est entre 150 et 300 millisecondes, donc là, on est sur un service acceptable. Mais si on dépasse les 300 millisecondes pour les applications de la voix sur IP, alors on est sur des services de très mauvaise, voilà, de mauvaise qualité. Pareil pour la GIC, donc on a donné des valeurs et aussi pour le taux de perte. Donc une très bonne qualité de service dans la téléphonie, par exemple, hein, doit être inférieur à 0,5%. Alors que si c'est supérieur à 1,5%, donc là, on parle d'une qualité qui n'est pas intéressante. Donc ça, c'est ce tableau-là, il indique quelques indicateurs de qualité de service vraiment minimal, hein, pour le service de la téléphonie, de la voix, de la voix du multimédia. Dans la recommandation de l'IUTIT que j'ai mentionné là, donc la J114. Donc ça, c'est les valeurs de référence définies par l'IUTIT pour un service de la téléphonie, que n'importe quel paramètre opérateur doit respecter. Et ces valeurs sont des valeurs recommandées, donc l'opérateur peut offrir mieux que ça ou bien moins que ça. Et toujours en termes d'interaction et entre les classes de service et les paramètres mesurables, les services, la qualité de service perçu, il y a aussi le RxOp qui a défini sa vision. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le RxOp a défini ce qu'on appelle le Access Application Class et il a défini également les services de classe et donc le résultat obtenu, hein, c'est l'intersection entre le AC et le QC. Le RxOp a donné des valeurs acceptables pour chaque paramètre mesurable de qualité de service. Donc, en termes de délai, de la chic, de la perte et de garantie. On voit que certaines valeurs sont semblables aux valeurs définies, bien recommandées par l'IUTIT qu'on a vu dans le transparent précédent. Et donc ici, on voit bien que le délai doit être inférieur à 150 millisecondes, hein, pour un service premium. Si on est sur un service de base, on peut assurer un délai inférieur à 400 millisecondes. On voit que la perte doit être inférieure à 0,01% et pour un service premium et inférieur à 0,04 pour le service de base. Voilà, donc on voit bien que les paramètres de qualité de service, hein, que ça veut dire, sont des paramètres exprimés, hein, par l'utilisateur. Donc la QS exprimée et voulue par l'utilisateur peut être mappée, hein, peut être voilà, corrélée avec les paramètres mesurables. Donc via des modèles tels que celui qu'on a étudié dans les deux transparents précédents. Voilà, donc les paramètres de qualité de service, c'est le niveau supérieur. Donc là, on parle vraiment du point de vue utilisateur. Et ces paramètres-là sont exprimés généralement dans le contrat SLA.
hein, donc en fonction de disponibilité, en fonction de fonctionnalité, etc. Donc l'utilisateur peut demander un service de type de 6.9 par exemple. Le client souhaite que son service de la voix soit disponible à 6.9, donc c'est 99,99999%. Euh, Lorsqu'on dit 6.9, ça veut dire il y a 6 fois 9, donc c'est 99,6666%. Voilà, et l'utilisateur peut également définir des valeurs euh, en fonction de taux de perte, hein. Donc un taux de perte inférieur à 0,1%, etc. Donc ça dépend de la classe de service. Ça, c'est exprimé dans le contrat à SALA. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres de qualité de service. Les paramètres mesurables sont les paramètres intrinsèques. Donc ce sont les paramètres techniques, donc généralement qu'on implémente, bien qu'on implémente, qu'on déploie sur les terminaux, etc., via des sondes à mesurer, des valeurs à mesurer avec des sondes, etc. Donc là, on parle de la qualité de service intrinsèque. Je résume. Les paramètres de qualité de service, il y a la qualité de service exprimée par l'utilisateur, dans les SLA, donc c'est au niveau supérieur, niveau client, alors que les paramètres mesurables, donc là on parle des paramètres intrinsèques ou bien les paramètres techniques, donc assurés réellement par le réseau, et mesurés réellement par le réseau. On passe maintenant à l'aspect monitoring de la QS. Il faut savoir que la chaîne de monitoring de QS passe plusieurs étapes. Voilà, donc tout au départ, on a les paramètres de QS, hein, qui sont exprimés par l'utilisateur dans le contrat SLA. Ces paramètres-là, ils sont mappés sur des paramètres de QS mesurables en fonction de délai, de la gig, de taux de perte, de disponibilité, etc. Et donc le résultat de ça, donc cette évaluation de, de la qualité de service perçue à la fin est étudiée avec des modèles, hein, que ce soit des modèles objectifs ou paramétrés ou perceptuels, tels que le modèle LITSI qui permet de calculer le facteur R, et ce facteur généralement est, est interprétable également avec la méthode MOS. Voilà, donc il faut mettre toujours en objection des intervalles entre des échelles R et MOS. Donc là, il y a hein, comme j'ai dit, il y a une projection directe entre les valeurs de R facteur et la valeur MOS. Pour rappel, le modèle R facteur est un modèle développé par l'ETSI pour assurer une évaluation objective, paramétrable, hein. Et pourquoi on parle de paramétrage? Parce qu'on utilise les paramètres techniques intrinsèques de la qualité de service, tels que le délai, la gig, les coûts, le taux de perte, euh, les paramètres de la qualité de service liés au codec, etc. Maintenant, si on pose la question, on peut mesurer la qualité de service. Ben, la qualité de service peut être mesurée dans les terminaux, sur les passerelles et dans plusieurs endroits. Lorsqu'on parle de la mesure de la qualité de service sur les terminaux, on parle de la possibilité d'exploiter par exemple les données de RTCP, du protocole RTCP, Real Time Control Protocol. Pour rappel, RTCP est un protocole de contrôle de la voix sur IP, bien des applications en temps réel, multimédia aussi de façon générale, et ce protocole est implémenté au niveau de la couche application.
Et l'entête de ce protocole permet de donner un état de la qualité de service du réseau, mais il a aussi un aperçu sur la qualité de service de la liaison en cours, de la session en cours. On peut mesurer la qualité de service donc au niveau des terminaux via les antennes de protocole RTCP, mais également on peut mesurer la qualité de service au niveau des passerelles, au niveau des routeurs intermédiaires. Hein. Dans les passerelles, on peut utiliser le protocole RTCP RX qui a été défini dans une RFC développée par l'IETF. Ce protocole définit, entre autres, des messages qui peuvent être échangés entre les terminaux, les passerelles, entre les terminaux entre eux, et il définit également les rapports, le contenu des rapports sur le taux de perte, sur la gigue, l'ensemble des paramètres euh, et leurs valeurs et l'interprétation de leurs valeurs également. Voilà, donc le protocole RTCP XR permet également de donner aussi des d'interprétation sur l'état de la liaison en termes de RTT, en termes de l'état de codage, l'état de la congestion également dans le réseau. Il permet aussi d'adapter l'état du réseau en fonction de, de la qualité de service perçue également. Voilà, on peut également utiliser des agents SNMP, hein, donc pas uniquement le protocole RTCP XR, mais un protocole RTCP lui-même, mais on peut également utiliser des agents SNMP ou également d'autres sondes au niveau des passerelles, au niveau euh, des routeurs, au niveau des firewalls également, au niveau d'autres équipements. L'intérêt, c'est de construire des outils de reporting et de surveillance. Euh, voilà, en termes de la disponibilité, la notion de disponibilité est une notion importante dans le domaine des réseaux, dans le domaine de la science de la fiabilité, etc. Elle mesure le temps de disponibilité d'un service dans l'année, ou bien parfois on parle aussi de taux de l'indisponibilité, ou bien de la non-disponibilité du service dans l'année. C'est un pourcentage, mais aussi c'est un temps. Hein, donc on dit que le service est disponible à 99,99%. Donc parfois c'est ce taux-là qui est utilisé sur Internet, qu'on trouve sur Internet, hein, le taux de disponibilité du service sur Internet. Parfois c'est entre 3 et 5,9. On parle soit de 99,9%, mais il y a aussi des services de qualité de service qui permettent d'assurer une disponibilité de service de 99,9999%, donc on parle de 5,9. Donc comparativement au réseau RNIS, mais réseau numérique d'intégration de services traditionnel, où la disponibilité de service était de 99,99999%, donc on parle de 6,9 ou bien de 7,9. Dans le réseau IP, on parle des disponibilités de services de l'ordre d'environ 4,9. Il est important dans le domaine des architectures réseau d'assurer des liaisons alternatives en cas de coupure. Donc justement, afin d'assurer et de garantir une valeur de disponibilité élevée dans le réseau, il est important d'assurer toujours des liaisons alternatives à des communications. Donc, si par exemple une coupure IP s'interrompt, donc on peut passer via un autre mode de communication. Et le fait d'avoir cette solution alternative, cela permet d'assurer la continuité de service et aussi de garantir une meilleure disponibilité de service. Voilà, donc ça c'est le cours d'aujourd'hui qui portait sur la qualité de service. On a abordé la problématique de la qualité de service,
quelques notions de base sur la qualité de service, la notion de paramètres de qualité de service, les paramètres mesurables, les paramètres perçus, la qualité vocale, la disponibilité, les, les modèles d'évaluation de la qualité de service subjectifs, objectifs, paramétriques et perceptuels via des signaux de référence. On a également étudié la notion de monitoring dans les réseaux et les approches utilisées aussi pour assurer la QS. Et voici quelques références intéressantes, notamment la première référence que j'ai utilisée, hein, donc la téléphonie d'entreprise, mais également il existe d'autres références dans ce domaine de la qualité de service. Dans notre prochain cours, on va aborder la qualité de service dans les réseaux de données et on va euh, expliquer quelques mécanismes utilisés pour assurer la qualité de service sur Internet. On va aborder la notion des approches de InServe, DiffServe, la notion de qualité de service dans les services, aussi dans les réseaux en mode IP et d'autres. Merci de votre attention.